Et si votre image de marque vous permettait de faire des profits? Et si l'image n'était pas qu'un simple logo? Et si la première impression n'était pas la bonne? Si l'événement des entrepreneurs met à l'honneur cette fois-ci l'image de marque dans cette deuxième saison de Si le balado. Mon nom est Benoît Rochefort et j'aurai le plaisir d'animer cette deuxième saison. Maintenant, laissons toute la place à notre invité. Alors, notre invité pour cet épisode s'appelle Daniel Fournier. Il est président de TFSA et de J360. Il est stratège, innovateur et formateur. Il est même chargé de cours au HEC Montréal. C'est quand même une bonne pointure. Il possède une expérience unique comme, en stratégie marketing. Il est spécialiste aussi en expérience client. Sérieusement, ça va être assez intéressant parce qu'on va parler notamment d'intelligence artificielle. Il a occupé des postes importants chez Coke, chez L'Oréal. Il a une expérience de plus de j'allais dire 365 ans. C'est faux. Il a plus de 25 ans d'expérience. Donc, Daniel, comment tu fais pour arrimer tout ça? Là? Parce que là, chargé de cours, 2 compagnies. Oui. Salut, là, tu es au Saguenay. Donc, oui, certain. Je suis content d'être là. C'est DFSA, le cabinet. T? Non, c'est correct. OK. DFSA, mesdames et messieurs. DFSA, c'est un cabinet en gestion de l'expérience client. Et J360, c'est notre nouvelle AI en expérience client. On pourrait avoir la chance de s'en parler. Ben oui, c'est sûr. Donc, je suis là à l'événement-ci. Je suis très content. Puis oui, j'ai beaucoup de chapeaux. Enseignant aussi en marketing et expérience client à HEC Montréal. Je te dirais, j'adore ça parce que ça combine le côté terrain parce que c'est très pratique aussi avec les étudiants. J'amène des cas terrain à mes étudiants pour les étudier. Et évidemment, de l'autre côté, mes étudiants me nourrissent aussi de leur réflexion, de leur challenge, de leur critique. Et ça vient nourrir finalement mon côté entrepreneur. Donc, du côté entrepreneur, évidemment, on travaille avec des comptes importants là, en expérience client. Donc, on est... Quand on parle d'expérience client, là, oui. parce que tu sais, là, le thème, c'est vraiment l'image de marque, le branding, tout ça. Mais l'expérience client, là, si je te demande de me définir qu'est-ce que c'est, oui, certain. On va commencer avec ça. Ah ouais, c'est clair. L'expérience client, en fait, c'est une discipline du marketing. Donc, c'est lié aussi à l'image de marque. L'expérience client, en fait, c'est la perception et le ressenti du client à tous les points de contact inimaginables que la marque ou l'organisation a avec sa clientèle, ses fournisseurs, ses employés, ses partenaires. Donc là, on va parler des fois de parcours client. Donc, c'est cette aventure-là qu'on propose aux clients, qui est souvent avant, pendant ou après l'achat, là, mais c'est des points d'interaction. Mais l'idée, c'est quoi la perception? Donc, c'est quoi l'opinion, les commentaires, ce que les gens en pensent? Et le ressenti, c'est l'émotion. Donc, toute cette vibration-là que les gens ont, qui est parfois difficile aussi à aller chercher comme information. Parce qu'évidemment, la perception va être décrite souvent dans des sondages ou dans des commentaires que les gens vont émettre. Donc, mais le côté émotionnel est très important parce que c'est ce qui crée aussi la rétention, la loyauté. Parce qu'évidemment, on aime être attaché à notre marque, puis cette émotion-là est importante. L'expérience client, tu sais, je te dirais, revenons dans les 20 dernières années. Voilà 20 ans, le commerce de détail, l'achat, le service à la clientèle, je pense qu'il était différent qu'aujourd'hui, en ce sens que maintenant, le consommateur a les possibilités, par exemple, d'aller sur le web. Comment est-ce que maintenant, avec toute l'évolution du service à la clientèle puis l'expérience client des 20 dernières années, parce que veut pas le mode de consommation, puis corrige-moi si je me trompe, ça a comme évolué. Là. Comment c'est rendu aujourd'hui? Parce que l'expérience client, est-ce que les entreprises doivent juste penser à leur magasin ou leur boutique ou à leur entreprise, ou est-ce qu'ils doivent également prendre dans leur perspective tout le volet sur le web qui est disponible pour eux? En fait, c'est les deux. Comme je te disais un peu plus tôt, c'est l'ensemble des points d'interaction. Donc, qu'ils soient physiques, boutique ou points d'interaction là, humains, face à face, ou qu'ils soient numériques, c'est des points d'interaction. Donc, évidemment, ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, même l'expérience client est devenue, ça fait quand même plusieurs années, est d'une très grande importance parce que c'est une façon de déployer la marque. Donc, l'identité de cette marque-là qui est supposée d'être unique et différenciée, donc va s'exprimer dans les points de contact et les attentes des clients évoluent, changent. Donc, les clients sont beaucoup plus exigeants ou plutôt ont été mis en contact avec peut-être beaucoup plus d'expérience à cause de la technologie, à cause de la vitesse du savoir-faire, de l'expertise. Donc, puis on dit souvent en expérience client, les expériences d'aujourd'hui deviennent les standards de demain. Donc, il y a cette espèce de
de course naturelle aussi, parce que la compétition va faire son œuvre. Et ben les gens veulent vibrer, veulent vivre des expériences. Donc, c'est ce qui fait que les organisations doivent investir en expérience client. C'est impératif et c'est complètement lié à la marque. Donc, c'est indissociable. Donc, l'expérience client, c'est vraiment l'aspect... souvent, parce que c'est vraiment une discipline du marketing, c'est inspiré de ce que la marque veut déployer. Puis c'est très opérationnel, humain à la fois numérique et physique. Donc, faut tenir compte des deux. C'est un enjeu, là. C'est un point de contact. Donc, faut savoir pourquoi les gens utilisent un canal physique ou pourquoi ils utilisent un canal numérique. Quels sont leurs comportements, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leur frustration, c'est quoi les bénéfices qu'ils en recherchent. Donc, c'est cette connaissance-là du client qui va faire en sorte que plus l'entreprise connaît bien son client, capable de cibler certaines tranches de clients aussi qui sont des clients choyés de leur offre ou de leur produit, bien, c'est là qu'ils vont créer cette connexion-là puis cette relation-là. Puis évidemment, aujourd'hui, avec l'AI, avec la donnée, bien, on est capable de mieux comprendre pour pouvoir répondre finalement aux attentes et aux besoins. Avant d'aborder l'IA ou l'intelligence artificielle, oui, certain. Tu as parlé à plusieurs reprises de points de contact. Ouais. Ça m'interpelle parce que ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi nécessairement un point de contact. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en détail? Parce que l'expérience client, je pense que si tu n'es pas capable d'identifier ces points de contact-là, puis avec qui, puis comment, ça peut devenir problématique de dire, OK, puis même à ça, par la suite, je présume, intégrer les technologies pour t'aider à mieux gérer ça. Donc, un point de contact, on peut résumer ça en une interaction qui est entre l'humain ou le client et la marque ou l'organisation. Donc, ça se fait à travers un canal aussi. Donc, le contact, est-ce qu'il se fait face à face? Est-ce qu'il se fait sur le web? Est-ce qu'il se fait via un chat, via un courriel, via les médias sociaux? Donc, ça peut être téléphonique. Donc, l'idée, c'est que le client va utiliser un canal et à partir du moment où il y a cette connexion-là, c'est un point de contact. Envoyer un courriel, c'est un point de contact. Envoyer une lettre, c'est un point de contact. Donc, il ne faut pas négliger l'ensemble de ces points de contact-là. Et les points de contact aussi vont être coordonnés dans le sens où il y a un processus de vente. Tu sais qu'on parle de tunnel de vente aussi, des fois en vente, mais en vente, souvent, c'est un parcours en fait qu'on propose au client, qui est le processus de vente, mais le client, c'est pas juste cette aventure-là qui vit. Si moi je rencontre le représentant d'une organisation et je vis le fameux tunnel, je vais vivre les interactions que le représentant m'offre, mais moi j'ai peut-être eu des interactions sur le site web avant, j'ai peut-être fait des recherches, donc il y a cette espèce de processus-là normal souvent que les gens vont faire une recherche, vont considérer, ils vont faire un choix, après ça, ils vont acheter, ils vont utiliser, après ça, ils vont peut-être devenir loyaux. Donc, il y a comme ces grandes thématiques-là qu'on sait que normalement, un consommateur passe à travers ce genre de processus-là, mais il va le vivre comment? Mon organisation propose quoi dans ce cheminement-là comme aventure? Donc, à travers mes processus, à travers les points de contact. Donc, tu m'appelles, à partir du moment où tu m'appelles, qui est un point de contact, par exemple, téléphonique, est-ce que je te transfère à un représentant qui, lui, va te rencontrer face à face ou je t'invite en boutique? Et là, si je t'invite en boutique, mais quelle aventure tu viens en boutique? Et quand tu vas avoir terminé, tu vas avoir sorti de ma boutique, est-ce que je garde aussi un contact avec toi? Donc, est-ce que je t'envoie un courriel? Donc, tout ça, c'est des points de contact. Et puis, évidemment, il y a des gens impliqués, puis là, je ne veux pas effrayer tes auditeurs, mais plus il y a de gens, plus il y a d'interactions, plus il y a de chances qu'on en échappe. Plus il y a de chances qu'il y ait de friction. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux endroits où on irrite le client et les endroits aussi qui sont peut-être plus importants pour le client. C'est là qu'on parle de moment de vérité, c'est que c'est des points d'interaction que si on connaît bien notre cible, on sait que pour elle, c'est un incontournable, c'est un point de contact qui est plus important. Puis un point de contact peut être important pour moi, puis ne peut ne pas être important pour toi. Puis si je l'échappe, mais c'est là que la relation se brise. C'est là qu'on va parler d'un moment de vérité. Malheureusement, je n'ai pas livré. Je vais perdre mon client à tout jamais. D'où la complexité, mais à la fois l'univers auquel on fait face, de dire, il faut être capable comme organisation, de voir comment ma marque se déploie dans ces points d'interaction-là. Donc, l'espèce d'opérationnalisation que je déploie dans une succession de points d'interaction qui sont... Est-ce qu'ils sont toujours cohérents? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? Puis de dire, à la fin, est-ce que le client atteint son objectif aussi? Donc, tout ça doit être géré et coordonné.
c'est là qu'est la magie de la gestion de l'expérience client. Écoute, c'est tellement, Oui, c'est du lourd ce que tu viens de dire, Oui, dans le oui. sens que, tu sais, prenez le temps, là, ceux qui nous écoutent, là, réécoutez ce segment-là, cette question-là, parce que, tu sais, dans ta réponse de point de contact, il y a plusieurs choses. Tu as parlé de moment de vérité. Oui. Donc là, première des choses, si je le résume, on identifie les points de contact qu'on a avec le client. Oui. Être capable aussi quels sont les moments de vérité où ce qui pourrait avoir de l'héritabilité puis qu'on pourrait l'échapper. Oui, parce que tu ne veux pas hériter ton client dans un moment de vérité. Ça veut dire que c'est un moment qui était important pour lui. Donc, pour ça, il faut bien connaître notre client, notre cible. Donc, c'est vraiment cet effort-là aussi qui doit être fait en amont. Les points de contact, connaître notre cible, nos canaux de communication, de quelle façon on les utilise. Maintenant, ça m'amène à... Je ne veux pas te parler d'émotion tout de suite. Je vais attendre un petit peu plus tard. L'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'une entreprise, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, là, en 2025, c'est quand même le talk of the town, et il y a des gens qui mélangent toutes les intelligences artificielles. Puis là, les gens, en fait, ils commencent à comprendre que l'intelligence artificielle fait partie de nos vies, mais que ça fait déjà plusieurs années que les firmes informatiques qui ont déjà implanté ça sur plusieurs logiciels, et ainsi de suite. Bref, quand on parle de service client et d'intelligence artificielle, notamment, vous avez une solution. Comment est-ce qu'une entreprise dit « je pourrais utiliser ça », comment je pourrais l'intégrer, puis comment je le réfléchis? C'est une grande question, là, mais je pense que j'ai la meilleure personne pour y répondre. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil incroyable. Donc, évidemment, là, on a accès à de la connaissance. Puis même l'intelligence artificielle permet de pousser les réflexions, pousser la coordination de certains liens entre les informations. Donc, le possible est vraiment inouï. C'est pour ça qu'on parle pas juste de transformation, là, on parle de révolution, là, ce qu'on est en train de vivre. Puis c'est vrai que ça peut être une bonne gorgée, là. C'est quand on voit, là, je pense que tout le monde a commencé à chatter sur ChatGPT, hein, donc il y a peut-être un AI qu'on préfère plus que d'autres, parce que aussi chaque AI a aussi un peu ses spécialités. Donc OpenAI avec ChatGPT, on peut avoir Copilot, là, Claude, ainsi de suite, il y a Perplexity, il y en a d'autres. Donc l'idée, c'est que d'essayer de voir lequel répond peut-être le plus à certains de nos besoins. Évidemment, à force de prompter, qu'on appelle, à force de questionner, on est capable de voir qu'est-ce qu'on est capable de tirer au maximum. Mais ça, on est encore là au niveau générique. Là, quand on parle de gérer l'expérience client ou gérer une stratégie de marque haute, c'est clair qu'on peut se référer à une intelligence artificielle pour venir questionner, pousser une réflexion, se challenger. Mais il y a l'aspect aussi de est-ce que je m'adresse à un agent, je m'adresse à une intelligence artificielle qui est toujours générique, finalement. Donc, qui n'est pas un spécialiste. Donc, c'est comme si on allait voir le médecin. J'ai une maladie très, très spécifique, puis je vais toujours voir le médecin généraliste. Je ne vais pas voir mon spécialiste cardiaque ou mon spécialiste là, en une spécialité précise pour quelque chose qui est peut-être plus spécifique. Donc, c'est là qu'on parle vraiment dans une optique d'agent AI aussi spécialisé. Donc, peu comme un chatbot ou est-ce que je suis dans l'erreur? Oui. Mais en fait, un chatbot, ça peut être un agent. Un chatbot va être un intermédiaire avec la clientèle. Donc, la clientèle peut interagir avec un chatbot qui va avoir une intelligence artificielle derrière, puis il va avoir cette interaction-là. Ce chatbot-là, on va lui donner une mission, on va lui donner des paramètres. Il va se limiter aussi avec les paramètres qu'on va lui donner. Ce chatbot-là, il peut vouloir peut-être se nourrir d'autres informations, dépendamment de la complexité des questions qu'on veut bien qu'il puisse servir au niveau de la clientèle. Mais un agent ne sera pas juste un agent chatbot pour un client. On peut créer un agent à l'interne, comme notre solution, nous, c'est un agent interne. C'est pas un agent qui s'adresse à la clientèle, mais il va y avoir des agents RH, il va y avoir des agents opérationnels, il va y avoir des agents intelligence artificielle. En intelligence artificielle. C'est dire qu'on va être capable, un peu comme on a des employés présentement, on a plusieurs employés. Donc, c'est comme si on va créer des assistants, donc c'est des aides. Il faut penser, puis moi, j'aime croire, en tout cas, j'aime penser que c'est la technologie au service de l'humain, donc l'intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine, parce qu'on a toujours besoin de ce rationnel-là, en fait, d'une façon aussi de contrôler. Mais l'idée, c'est comment je peux avoir un bon assistant qui a un niveau de compétence et de connaissance spécialisé dans les tâches que je veux lui demander, puis qui peut devenir vraiment une aide où là, on va optimiser. Là, on va voir des choses qu'on ne voit pas ou qu'on aurait pris beaucoup plus de temps à analyser si on l'avait fait de nous-mêmes. Donc,
C'est sûr que là, présentement, on est plus... Dans le commun des mortels, on travaille avec ChatGPT, on travaille avec... dès qu'on veut... puis on peut créer même des petits agents. On peut le faire là, avec ces outils-là. Mais quand on arrive dans l'entreprise, puis on voudrait peut-être gérer notre marque, on veut gérer l'expérience client avec un outil sérieux en AI, là, il faut aller trouver un AI où, ben, quand je suis en train de l'entraîner, je ne suis pas en train d'entraîner l'AI commun que tout le monde utilise, qui est pertinent, qui est bon. Donc, pour des questions génériques, pour des questions où il n'y a pas de risque de transmettre une information confidentielle ou stratégique par rapport à l'organisation, il n'y en a pas de souci d'aller challenger un ChatGPT ou autre, mais il faut penser qu'il reste quand même un peu plus générique. Fait que si on n'a pas... Puis à chaque fois qu'on va le questionner, ben nos prompts, il faut lui donner le contexte, il faut lui donner la posture qu'il doit avoir. Donc, là, peut-être à chaque fois, il faut le faire à chaque fois qu'on le questionne. Sinon, on peut peut-être créer un mini-agent qu'on lui donne une posture. Ça veut dire que quand il va nous répondre, il va toujours savoir derrière qu'il devrait être un expert, avoir telle posture. Fait qu'on peut se créer un mini-agent, mais il va quand même, encore une fois, s'inspirer de tout ce qui est public. Mais c'est quand même bien parce que, écoute, tu as accès à l'univers. Fait que c'est quand même excellent. Mais quand on veut structurer pour avoir un vrai agent qui serait à l'interne, c'est là qu'il faut faire affaire avec des gens qui sont spécialisés en AI. C'est que là, nous, on a une solution qui est sécurisée. Ça veut dire que tout ce qu'on va lui donner, donc parce que notre agent s'inspire aussi du net, là. Il est aussi intelligent qu'un ChatGPT ou qu'un Claude, mais on doit lui nourrir son système neuronal d'informations stratégiques de l'organisation, comme le plan stratégique, la vision de la marque, la promesse de la marque, les limitations budgétaires, les normes et standards. Donc, on va lui mettre dans... Mais ça, on veut pas que ça se retrouve sur le web. On veut que ça reste dans son cerveau, sécurisé. Local, exact. Okay. Et là, ben, cet agent-là, on lui donne une mission spécifique. Donc, il ne va pas commencer à faire de l'RH ou il va pas faire des opérations. On veut qu'il fasse ce qu'on veut qu'il soit le plus spécialisé. Et c'est là que, il va te répondre, il va travailler, il va être un bon allié dans la mission que tu vas lui avoir donnée. Entre autres, nous, c'est pour l'expérience client. Mais il va y exister d'autres agents comme ça pour d'autres fonctions qui vont devenir des bras droits pour des rôles à l'interne, que ce soit aux opérations, aux ventes ou ainsi de suite. Là. Donc, l'information qu'il va générer va rester à l'interne, ne se ramassera pas ailleurs. Elle ne se ramasse pas ailleurs. Puis, il est là, je dirais, si on peut appeler le risque, parce que le risque zéro n'est pas encore, même s'il y a vraiment des normes, puis nous, on travaille avec des fournisseurs, parce que les chats GPT de ce monde, la technologie qui est derrière, on appelle ça un LLM, qui est un Large Language Model. C'est la technologie qui est fondamentale, qui est derrière tout ça. Et nous, on travaille avec des fournisseurs qui garantissent une certaine sécurité, qui garantissent un niveau de protection, avec aussi des clouds qui sont canadiens. On appelle ça la souveraineté là, numérique. Donc, bon, évidemment, il y a toutes ces notions-là qui sont normées, qui a des certifications, donc que nous, on a les preuves et nous, évidemment, on doit payer des licences pour avoir accès à cet univers-là pour que nos codeurs puissent aller chercher l'information qui est en fait la technologie de base d'LM pour travailler après ça notre solution autour de ce LLM-là. Mais là, ça garantit que tu entraînes un AI qui est à toi, pour ton organisation et qu'il n'y a pas de fuite et que cette information-là, tu n'es pas en train d'entraîner. Parce que dites-vous qu'à chaque fois que vous faites un prompt sur ChatGPT, à chaque fois que vous téléchargez une information, même si elle n'est pas confidentielle, à chaque fois que vous l'entraînez, puis il devient de meilleur en meilleur. C'est excellent parce que OpenAI, avec leur ChatGPT, il devient, je ne sais pas combien de millions de requêtes qu'il peut avoir chaque jour. Il devient de plus en plus intelligent, de plus en plus performant. Puis vraiment, il est performant. Puis c'est extraordinaire. Mais on veut aussi, du côté de l'organisation, entraîner notre LLM. Mais notre LLM est aussi bon parce qu'il s'entraîne aussi du web. Donc, on ne s'empêche pas on ne se coupe pas de la progression de ce LLM-là sur la grande toile, mais quand on le nourrit, mais ça reste chez nous. Okay. Ça reste dans notre cloud. Et toutes ces informations-là, lui, il vient au niveau procédural. Donc, lorsqu'on fait un prompt, il va venir chercher les informations au bon endroit avec un certain protocole. Puis c'est là qu'on doit... je vais donner un exemple. Là. Si, admettons, je te donne 25 livres, puis je te dis, fais-moi un résumé, par où tu vas commencer? Un LLM, c'est la même chose. Il peut te faire... C'est là qu'on parle d'hallucination. Moi, si je te donne 25 livres, je peux peut-être te dire, voici mes catégories de livres,
Fais-moi un résumé de l'autre. Prends le résumé de ce livre-là. Dis-moi en quoi il est lié au deuxième livre. Puis je te fais une espèce de protocole neuronal. Oh, là, mes 25 livres, là, on va parler ensemble. Là. On va pouvoir discuter de ce que tu penses de chacun des livres que de l'avoir tout sur le même niveau. Puis c'est un petit peu là aussi que des fois qu'on va reprocher une intelligence artificielle qui est très générique, puis où si on lui donne plein d'informations, puis qu'on n'a pas nécessairement structuré la recherche, en fait, puis la requête. Là. Tout ce qui est son système neuronal derrière. OK, ouais. Parce que même nous, là, notre agent AI, c'est un agent, tu interagis avec un agent, mais il y en a 5 en arrière. Okay. Ça, on le sait, ça, vous ne le savez pas, c'est le bas. Parce qu'on ne peut pas parler... l'information, on ne peut pas l'adresser sur tous les mêmes niveaux. Donc, il y a un système neuronal qu'on a créé. Il y a une façon de traiter l'information pour éviter les hallucinations, pour éviter Est-ce que les données qui sont générées, par exemple, avec le client, là, est-ce que ces données-là peuvent être utilisées par l'entreprise et analysées pour justement s'améliorer? Définitivement. Puis c'est ça l'objectif. Parce qu'en fait, si je reviens à J360, notre intelligence artificielle, comme je te disais, se branche, nous, sur toutes les sources de voix du client. Donc, ça, si je peux t'expliquer le fonctionnement. Oui, vas-y. Donc, toutes les rétroactions clients qui peuvent exister indépendamment des canaux. Donc, tout ce qui est public. Donc, lui, il va venir ratisser tout le web. Donc, que ce soit Google Review, Facebook, les médias sociaux ou autre. Donc, il va venir se nourrir de ça. Et en même temps, on peut venir nourrir de données internes, de données primaires qu'on aurait nous-mêmes générées de sondages internes d'employés ou clients. Puis là, c'est restreint, c'est pas sur le web. Donc, notre J360 n'aura pas été capable d'aller chercher cette information-là. Donc, on est capable de lui mettre, ça reste sécurisé. Et en plus, on a créé un centre de connaissances qu'on appelle. Et là, le client, justement, download ses normes et standards, ses plans stratégiques, son book de marque, sa promesse de client, ainsi de suite. Donc, pour enligner J360 pour comprendre l'organisation. Et de là, il va sortir des recommandations, des constats. Il va aussi, de ces opportunités-là qui vont avoir été priorisées, il va proposer des solutions qu'il va reprioriser aussi. Donc, parce qu'il veut prouver le retour sur investissement. Parce qu'évidemment, le but de ça, c'est de générer aussi la croissance de l'organisation, des profits. Donc, oui, l'information qui en ressort est complètement cruciale. Nous, ça devient un aide à la prise de décision et un outil d'amélioration continue. Fait que nous, là, vraiment, ce qu'on veut, c'est qu'on prenne cette information-là puis qu'on dise, OK, elle a été comme pré-mâchée par l'intelligence artificielle, elle a été priorisée parce que on lui a aidé aussi à réussir à prendre cette décision-là finale. Mais là, à la fin, le client, c'est lui qui a le dernier mot. Là. C'est l'humain là, qui dit, OK, l'intelligence artificielle me propose ça avec les variables, avec les questions qu'on lui a posées, mais on peut venir challenger. Donc, même notre outil, si, par exemple, il vous donne des recommandations, un plan stratégique en expérience client, avec même des étapes sur lesquelles il pourrait te proposer pour un déploiement, mais tu vas dire, non, moi, je décide de cette étape-là, je la veux pas, je voudrais en faire une autre. Il va te dire les conséquences de ta décision. Oh, ouais. Donc, il va te dire, il va avoir tel impact et tu décides ou non de le faire. Mais est-ce que au niveau du temps que ça aurait pris d'analyser, juste en arriver à des solutions avec tout ce processus-là, c'est tout le temps qui est sauvé, c'est tout les liens aussi, les ongles aveugles qu'on s'évite. Donc là, ce que je comprends, parce que je veux juste m'assurer de bien comprendre ça. On a vraiment du lourd, on a vraiment du stock. Dans le fond, l'utilisation de votre solution, entre autres, c'est dans la prise de décision, l'analyse de l'information externe qu'elle va chercher sur le web, selon nos consignes, bien sûr, ce qu'on veut, mais il nous permet aussi de prendre des décisions à l'intérieur de l'entreprise. C'est bien ça? Oui, parce que en fait, c'est fait pour prendre des décisions à l'interne. Donc, c'est un aide à la décision, nourri par l'information qui est publique et nourri par l'information qui est interne, qui reste confidentielle. Donc, ça devient un outil de gestion carrément. Là. Oui. Dans le sens qu'on va analyser nos processus, on va analyser pas juste les commentaires clients. Là, elle a la nuance parce que nous, on l'a spécialisé en expérience client. Okay. Parce qu'éventuellement, il y en aura un autre agent peut-être spécialisé en autre, puis notre agent pourra parler à l'autre agent. Comme je vous dis, on s'en va dans une optique. C'est pas vrai qu'une intelligence artificielle peut tout faire. Faut aussi on s'en va vers l'agentique. L'idée de agentique, c'est l'idée qu'il va y avoir plusieurs bras droits qui vont assister les humains, des assistants en RH, en opération, en marketing, en expérience client,
Et ces agents-là, on va les consulter et les agents, éventuellement, vont s'interpeller, vont communiquer entre eux. Et même, ce qu'on prévoit, c'est qu'on va pouvoir leur donner une certaine autonomie. Ça veut dire que l'agent peut intervenir de dire, si au niveau opérationnel, il y a une incidence d'un commentaire client qui a une incidence sur l'expérience client, mais de dire, il faudrait envoyer un courriel à la maintenance ou, je sais pas, à l'équipe de service à la clientèle, il pourrait peut-être l'envoyer lui-même. Donc, c'est possible parce que présentement, on a créé un système de communication où on peut écrire par courriel même à l'agent. On peut le copier sur nos informations, nos courriels qu'on envoie même entre collègues pour qu'il puisse être informé comme un collègue. Donc, il devient vraiment une partie prenante, mais il est spécialisé. Donc, impressionnant. Puis éventuellement, J360 va parler à un autre agent qui sera spécialisé en opération, qui lui va avoir sa posture, son expertise, puis qui va peut-être avoir besoin de certaines informations, mais il va dire, tiens donc, je vais aller parler à l'agent G pour aller chercher une parcelle d'informations qui, lui, va pouvoir l'aider dans ses opérations. Comme moi, des fois, j'ai besoin aussi de d'autres fonctions, mais je reste quand même fondamentalement expérience client. Écoute, j'avais une question sur les émotions. Oui, on y va-tu rapidement? On a-tu le temps? On a-tu le temps? Parce qu'on s'est spécialisé, Benoît, en cognition-émotion qu'on appelle. Okay. Donc, J360 est capable, avec le contexte, avec les commentaires qu'on récolte, d'aller détecter l'émotion. Quand on parle d'émotion, on ne dit pas juste un sourire, une petite baboune ou des positifs ou négatifs. C'est la joie, la peur, le mépris, le dégoût, la surprise. Avec donc, votre intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, est capable d'aller chercher l'émotion. Et nous, on a réussi aussi avec des lunettes biométriques d'aller capter sur les lieux l'émotion. Donc, ça devient un intrant comme les autres canaux qu'on utilise pour aller nourrir notre J360. Donc, on a développé une lunette biométrique qui permet d'être les yeux et les oreilles de J360. Donc, on les porte, on fait le tour du commerce où on a déjà évalué des bâtiments en architecture. On a l'aéroport de Saguenay-Bagotville qu'on a visité avec les lunettes biométriques pour voir versus la rénovation, quel était le ressenti de l'ambiance. Donc, on fait le tour comme ça. On lui envoie dans son cerveau. Et lui, il fait des croisements avec les commentaires clients, avec les autres infos. Puis on est capable, après ça, d'avoir des recommandations très, très pertinentes sur l'amélioration de l'ambiance en fonction de l'émotion qui est vécue. Donc, lui, il va l'interpréter. Donc, c'est une de nos signatures, l'émotion cognition. Écoute, c'est un segment, je pense, que dans l'IA actuellement, c'est quand même, corrige-moi si je me trompe, là, de ce que je connais, c'est rare que j'entends parler émotion à ce niveau-là, à part ceux qui ont, en tout cas... C'est nouveau. Oui, c'est un nouveau terrain. Ceux qui se laissent manipuler, en guillemets, par rapport, en tout cas, à certaines choses, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Faut être éthique et responsable. Exactement, éthique et responsable. Mais je te pose la question que je pose à tout le monde. Oui, vas-y. Mon ami Daniel, j'allais t'appeler Alexandre, je m'en excuse. C'est mon fils, ça, Alexandre. Tu vois, donc, Daniel, je te pose la question que je pose à tout le monde. Pourquoi est-il important de s'occuper de son image de marque? Là, ici, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'expérience client, tout ça. Dans ta lunette à toi, donc, pourquoi c'est important de s'occuper de son image de marque? C'est crucial. Notre image de marque, c'est le message qu'on envoie à travers notre image. C'est quoi? Notre logo, notre couleur, notre différence. Donc, cette image-là devient une perception et la perception devient la réalité du client. Donc, notre image de marque, c'est l'intention qu'on veut communiquer. Alors, cette intention-là devrait être unique, en tout cas, du moins identitaire, et c'est ce qu'on veut, parce qu'évidemment, on veut se démarquer, puis on veut faire notre place. Donc, cette image-là, elle est hyper importante, il faut investir en elle, et évidemment, vu que c'est de la perception, est-ce qu'il y a un écart entre l'expérience voulue? Donc, c'est l'expérience que je veux faire vivre avec ma marque, avec mon image que j'envoie, les messages qui sont projetés, est-ce qu'ils sont réellement vécus comme je l'ai designé ou comme je l'ai pensé au niveau stratégique? Souvent, il y a des écarts. Puis c'est là la beauté de l'expérience client. C'est là que nous, on intervient. C'est entre l'expérience voulue et l'expérience vécue. Puis de dire, nous, on va aller chercher la feedback du client, puis on va lui dire, comment ça, le client, il te perçoit différemment de comment toi, tu as voulu te faire percevoir au niveau de ton image, parce qu'il y a eu du travail qui est fait, puis on travaille avec des agences, on travaille avec des professionnels de l'image, puis c'est parfait parce que c'est ce qui nous rend unique, là, c'est notre identité. Puis finalement, il y a un écart. Il faut la réduire, cet écart-là. Puis évidemment, ça crée une émotion. Notre marque a une signature émotionnelle, c'est aussi fort que l'image. Donc, il faut être capable de la designer de façon intentionnelle, donc de ne laisser rien non intentionnel. Donc, de s'assurer qu'on
On va faire des gestes, on va faire des actions, des initiatives qui vont être complètement alignées avec qu'est-ce qu'on s'engage de faire vivre aux clients au final, puis qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils vivent comme émotion. Puis c'est comme ça, avec des outils qu'on a, on va aller mesurer pour voir s'il y a des écarts. Parce qu'à la fin, de zéro défaut, il n'existe pas, parce qu'il y a l'aspect humain. Mais l'idée, c'est est-ce qu'à la fin, parce que ça devient ta réalité, hein, ta perception, ça devient la réalité. Puis moi, même si je suis déçu que tu penses ça, ben, tu le penses. Donc, c'est moi qui ai à travailler avec une agence, de dire comment on respine le message pour que ta perception soit alignée avec comme moi, je l'ai designé, puis comme c'est quoi mon intention. Puis le plus difficile, c'est de le perdurer dans le temps aussi, de garder cette constance-là. C'est ce qui fait la beauté de la gestion de l'expérience client et de l'image de marque. C'est les organisations qui réussissent de façon consistante, de façon constante plutôt, à livrer cette promesse-là, cette image-là, à chaque point d'interaction en tout temps. Ça, c'est bravo. Puis ça prend beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation, beaucoup d'amour, des belles équipes, mais c'est faisable. C'est bon. C'est faisable. Écoute, on va compléter avec un petit jeu si ça tente. Yes. On a encore le temps un petit peu. On est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. On va prendre le temps de jouer à notre jeu. Alors, c'est simple. Je vais te faire... j'ai pas de buzzer, mais je vais faire l'ouverture du jeu puis je t'explique par la suite. Le son crée une image. Il est temps de jouer. À quoi ça te fait penser? Donc, je vais te suggérer quelques images sonores. Oui. Et je vais te demander à quelle entreprise ça te fait penser. Ça marche-tu? Oui. Alors, commençons avec un facile. Okay. Moi, je le trouve facile. Répète-le. Oh, je le connais, mais je l'ai sur le bout de la langue. Je sais que c'est une pub, là. Mais, je veux pas me tromper. Écoute, si je te parle d'un clown, ça te fait penser à qui? Ça me vient. Ils ont quasiment inventé Trio. Ah, c'est McDo? Ben oui. Ah oui, c'est vrai. C'est des petites notes de piano. Je l'avais pas. Oui, non, comme ça. OK, parfait. Donc, effectivement. Je suis pas un McDo fan, mais c'est pas grave. Correct. C'est pas grave. Prochain. Oui. OK, ça, c'est Netflix. Ben oui. Ah oui, ça, je le connais. À date, tout le monde. Sonore, c'est la connu. À date, tout le monde, Netflix, ils n'ont pas de problème. On va s'essayer sur un autre, OK? OK, moi, j'aime ça, c'est le cinéma. Ça, c'est Universal ou 20th Century Fox. Exactement, c'est excellent. Écoute, t'es un gars... C'est l'ouverture de Star Wars. Moi, j'aime les films, là, donc c'est bon. Ouais, non, effectivement. Écoute, je vais t'essayer. T'es un gars de techno quand même. Ouais, tu utilises tout ça. Donc, j'en ai un difficile, mais... Vas-y, j'écoute. Écoute, je t'en tiendrai pas rigueur si tu ne le connais pas. C'est pas Intel, ça? Ben oui! Bingo! C'est bon. Hey, Daniel, on a fait le tour. Écoute, merci de m'avoir accordé cette entrevue-là. Benoît, ça m'a fait plaisir. Écoute, on va vous suivre, bien sûr, dans cette évolution-là de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, écoute, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Cet épisode vous donne un avant-goût du rendez-vous pour les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent révolutionner leur façon de faire. Cet événement est une production de Promotion Saguenay, l'organisme de développement économique de Ville-Saguenay. Toute l'info est disponible sur si-saguenay.ca. Le balado Si est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ici, on se dit à la prochaine fois, si la business le veut bien.